Vous voyez un drone soulevé par un ballon. Il est complètement éteint. Il commence à monter. 100 mètres, 500, 2008 km au-dessus du sol. Et alors? Il se détache tout seul, sans aucun pilote aux commandes. Mais ici, il y a un détail que personne ne remarque au premier coup d'œil. Ce drone fonctionne sur batterie. Et la batterie n'a pas encore été utilisée. Même pas 1%. C'est justement là que réside ce qu'il y a de plus dangereux dans cette arme. Parce qu'avec une batterie intacte, tout change. Ce qui semble être un petit détail est en train de devenir l'un des pires cauchemars de la Russie en ce moment. Mais au final, comment un objet aussi simple est-il en train d'humilier la défense aérienne la plus chère du monde? Pour comprendre pourquoi ce ballon fait si peur aux généraux russes, vous devez comprendre le problème que l'Ukraine essayait de résoudre depuis des mois. Au cours des dernières semaines, les routes qui approvisionnent les troupes russes dans les territoires occupés se sont transformées en quelque chose qui ressemble à un piège. Les autoroutes qui relient la Crimée et les régions occupées à la Russie continentale sont devenues des couloirs de la mort. Des camions citernes blindés avec des convois de ravitaillement sont détruits les uns après les autres, presque à volonté. L'Ukraine adorerait repousser cette zone de destruction encore plus loin. Plus près de Moscou, plus près du cœur logistique russe. Mais il y avait une limite, et cette limite avait un chiffre. Les drones que l'Ukraine utilise pour ses attaques sont bons, très bons. Mais tout drone à moteur a une portée maximale, et celle-ci tourne autour de 150 km. Tout ce rayon est désormais une zone à risque pour les Russes. Au-delà, c'était sûr. Et l'Ukraine était déterminée à effacer ce mot. Sûr. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cette pression, entre février et avril 2026, le président Zelensky a annoncé que l'Ukraine avait quadruplé le nombre d'attaques à moyenne portée. Oui, il a quadruplé. En 3 mois. Mais, même s'ils augmentaient le volume, ce plafond de 150 km restait là. Malheureusement, le moteur du drone ne négocie pas. Alors, la question que les ingénieurs ukrainiens ont commencé à se poser était tout autre. Il ne s'agissait pas de construire un drone plus puissant, c'était quelque chose de bien plus astucieux. Et s'il était possible de transporter le drone beaucoup plus près de la cible, avant même de démarrer le moteur? Et c'est là que cette histoire commence vraiment à devenir intéressante, parce que la solution qu'ils ont trouvée ne venait pas d'un laboratoire de pointe. Elle est venue d'une technologie que l'armée utilisait déjà pour d'autres choses. C'est le genre de retournement que cette chaîne adore décortiquer. Donc, si c'est l'analyse approfondie de la guerre qui t'a amené ici, abonne-toi parce que ce qui vient maintenant explique tout. Mais d'abord, tu dois connaître l'arme au centre de tout cela, et le nom surprenant de celui qui est derrière elle. Le drone s'appelle Hornet. C'est un aéronef à voilure fixe, léger, doté d'une intelligence artificielle embarquée. Et cet aspect est très important, car l'intelligence artificielle lui permet de trouver et d'attaquer la cible tout seul, même lorsque les Russes essaient de brouiller le signal de contrôle. Sur un champ de bataille saturé d'interférences électroniques, c'est presque un avantage déloyal. Mais voici le détail. Que peu de gens savent sur le Hornet. Il n'a pas été conçu par une entreprise publique de défense classique. Il a été développé par une entreprise fondée et financée par un nom que vous connaissez probablement d'un tout autre domaine. Eric Schmidt, l'ancien président exécutif de Google. Oui. L'homme qui a aidé à construire le plus grand moteur de recherche de la planète finance maintenant des drones de guerre dotés d'intelligence artificielle, et ce, de manière tout sauf discrète. En juillet 2025, l'accord pour fournir ces drones à l'Ukraine a été signé personnellement, en présence du président Zelensky. L'objectif déclaré était de produire des centaines de milliers d'unités, en augmentant encore la production en 2026. Le Hornet a prouvé sa valeur si rapidement que même l'armée des États-Unis a commencé à s'entraîner avec lui. Lors d'exercices en Lituanie, en Pologne et en Allemagne. Autrement dit, ce n'est pas un prototype expérimental. C'est une arme déjà testée, produite en série, financée par l'argent de la Silicon Valley.
Mais même la meilleure arme du monde, avec la meilleure intelligence artificielle du monde, se heurtait encore à ce plafond. 150 km. La solution pour franchir ce plafond n'était pas dans le drone. Elle se trouvait dans un angle mort que la Russie elle-même ne savait même pas qu'elle avait. Pour comprendre cet angle mort, vous devez comprendre comment la défense aérienne russe fonctionne. Et elle fonctionne en couches, organisées par altitude. Là-bas, tout en bas, près du sol, jusqu'à environ 1,5 km de hauteur. Mitrailleuses et canons automatiques. Efficaces contre tout ce qui vole en dessous. Un peu plus haut, jusqu'à environ 3 km. Drones intercepteurs, de plus en plus utilisés pour chasser d'autres drones. Et au-dessus de ça ? Eh bien, là, les choses changent. Au-dessus de 3 km, la Russie n'a pratiquement qu'une seule option. Des missiles solaires, très coûteux, tirés à partir de systèmes comme le Pantsir, le Tor, le S-300 et le célèbre S-400. Soyez attentifs à ce que j'ai décrit. En bas, des armes bon marché. Des missiles très coûteux en haut. Mais entre une couche et l'autre, il y a un vide. Une altitude où les armes bon marché n'atteignent pas. Et où utiliser un missile à plusieurs millions de dollars serait un gaspillage absurde. Vide. En plein milieu de la défense aérienne la plus vantée du monde. Et la question évidente devient, qu'est-ce qui pourrait exactement voler dans ce vide sans déclencher aucune alarme ? La réponse, c'est ce que vous avez vu au tout début. Un ballon. À 8000 mètres d'altitude, un ballon transportant un drone a une signature presque invisible. Le Hornet, avec le moteur éteint, génère déjà une réflexion radar minuscule et presque aucune chaleur. Et que dire ? Du ballon alors ? Il est tout aussi discret, sinon plus. Il s'élève en silence, traverse les nuages et, à une altitude prédéfinie, il libère le drone tout seul. Cela peut être déclenché par l'altitude, par une limite sur la carte qu'il franchit, ou simplement par un minuteur, sans qu'aucun opérateur n'appuie sur un bouton. Et là, le Hornet fait exactement ce que vous avez vu. Il se stabilise tout seul et commence à planer, sans utiliser sa batterie. Quand il allume enfin le moteur, près de la cible, il a encore pratiquement toute la charge disponible. Ce détail dont j'ai parlé au début, tu te souviens ? La batterie intacte. C'est ça qui double, et parfois même plus que double la portée du drone. Et il y a un bonus presque comique pour la Russie. Abattre un ballon comme celui-ci n'est pas du tout facile. Ce n'est pas un ballon de fête qui éclate avec une épingle. Pour te donner une idée, en 1991, le Canada a tiré environ 1000 coups sur un ballon météorologique, et il n'est pas tombé. À 8000 mètres, même percé, le gaz s'échappe si lentement que le ballon peut mettre des jours à redescendre. Le drone aura déjà largement eu le temps d'accomplir sa mission. Mais la Russie avait encore un atout. Elle a des missiles pouvant atteindre cette altitude. Il suffirait de tirer. Et c'est exactement là que le problème est apparu. Un problème que personne à Moscou ne pouvait résoudre. Supposons que la Russie détecte le ballon, et qu'elle parvienne à viser, et qu'elle tire un missile pour l'abattre. Techniquement, ça fonctionne. En pratique, c'est un désastre financier. Parce que maintenant, voici le chiffre que je garde depuis le début de cette vidéo. Un missile d'un système comme le S-400 coûte de centaines de milliers à plusieurs millions de dollars par tir. Quant au ballon, plus le drone, plus le gaz, le coût total se situe entre 8 et 20 000 dollars. Maintenant, compare ça au camp d'en face. Pour tenter d'abattre tout cela sans garantie de succès, la Russie doit utiliser un missile valant le prix d'un manoir. Ou plusieurs. Multipliez cela par des dizaines d'attaques, par des centaines, et vous comprenez pourquoi c'est insoutenable. Et il y a plus. Le stock de missiles russes n'est pas infini. Et il y a des signes clairs d'usure. Des sources ouvertes indiquent que la Russie a déjà perdu plus de 40 batteries de S-400 au cours de la guerre. Et ce n'est pas tout. Moscou a même cherché à racheter des systèmes qu'elle avait vendus à la Turquie et à retarder des livraisons déjà contractées avec l'Inde.
Lors de certaines attaques, des missiles portant un marquage d'exportation sont même apparus. Autrement dit, des missiles qui n'étaient même pas destinés à l'usage russe. Chacun de ces signes, pris isolément, en dit déjà long. Ensemble, ils montrent que les stocks russes sont réellement sous pression. Maintenant, rassemble tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nous avons une attaque qui coûte le prix d'une voiture d'occasion, contre une défense qui coûte des millions par tir, alimentée par un stock qui s'épuise. C'est pourquoi nous affirmons que la défense la plus chère du monde n'a tout simplement pas de réponse. Ce n'est pas qu'il manque de technologie. C'est parce que le compte n'est pas bon. Les chiffres sont du côté de l'Ukraine. Maintenant, prends ce seul ballon que tu as vu au début et multiplie-le par 1000. Parce que c'est à peu près ce que l'Ukraine met dans les airs. Depuis la fin de 2025, plus de 1000 ballons ont déjà été lancés sur le territoire russe pour des objectifs très variés. Et maintenant, avec la variante qui transporte le Hornet, chaque kilomètre du territoire russe qui semblait sûr ne l'est plus. Et ce n'est pas une théorie. Le Hornet est déjà au combat. Maintenant. Le premier corps d'Azov de la garde nationale ukrainienne a confirmé l'utilisation systématique de ces drones contre les routes d'approvisionnement russes. Et les pilotes disent patrouiller les routes jusqu'à 160 km derrière la ligne de front, survolant la ville occupée de Donetsk à plus de 50 km du front. Le 10 juin 2026, des drones du même corps ont attaqué le port de Mariupol. Le résultat a été une panne de courant sur place, des réservoirs de carburant, des sous-stations électriques, des équipements radars et même la tour de contrôle ont été touchés. En une seule attaque, la ville a perdu une grande partie de sa capacité en tant que centre logistique. 5 jours plus tôt, le 5 du mois, ce fut au tour des lignes de chemin de fer qui approvisionnent la Crimée. Et sur l'une des principales routes militaires vers la péninsule, la fameuse Novorossia, le trafic russe s'est effondré. La baisse a atteint 71%. Et savez-vous quel est l'effet cumulé de tout cela ? La pire crise de carburant en Crimée depuis que la Russie a pris la péninsule en 2014. Et le Kremlin, qui n'admet presque jamais de faiblesse, a été obligé de reconnaître publiquement l'ampleur du problème. Et tout ce que vous avez vu jusqu'ici a été fait avec des drones. Et les ballons ne sont que l'étape suivante. Ils sont la solution pour emmener ce même Hornet encore plus loin, encore moins cher, vers des cibles que la Russie pensait être hors de portée. Écoute, je dois dire que cette histoire est loin d'être terminée. À mesure que l'Ukraine augmente la production et affine la technique, il est probable que nous voyions ces ballons lanceurs entrer en combat de plus en plus fréquemment dans les prochains mois. Si tu veux suivre comment cela va se dérouler, abonne-toi à la chaîne. C'est ici que nous allons couvrir chaque chapitre de cette guerre qui évolue plus vite que n'importe quel manuel militaire ne peut le prévoir. Mais peut-être que la plus grande leçon de cette vidéo ne concerne ni l'Ukraine ni la Russie. Il s'agit d'une illusion. L'illusion que dépenser plus garantit plus de protection. La Russie a investi des décennies et des milliards pour construire une muraille dans le ciel. Et l'Ukraine, eh bien, a trouvé la porte de derrière. Maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Face à une telle asymétrie, est-ce que ça a encore du sens pour un pays d'investir des milliards dans d'énormes systèmes de défense ? Ou bien l'avenir de la guerre appartient-il à ceux qui sauront être plus économiques, plus simples et plus créatifs ? Laissez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. À la prochaine vidéo.